Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 5 octobre. La décolonisation du Sahara occidental, plus que jamais soutenue à travers le monde, la communauté d'États latino-américains et caraïbes et 600 juristes espagnols appellent à l'organisation d'un référendum d'autodétermination au moment où l'occupant marocain se fait recadrer par Téhéran. Coup de force au Burkina Faso, la CEDEAO exprime sa satisfaction après avoir rencontré les principaux belligérants à Ouagadougou. Il y aura chaque jour 2 millions de barils de pétrole en moins sur le marché mondial. L'OPEP+ décide d'une coupe drastique de ses quotas de production pour soutenir les prix. Chômage, conditions socio-professionnelles précaires, l'UNESCO tire la sonnette d'alarme à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignant. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, coopération algéro-portugaise, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger le ministre des Affaires étrangères de la République du Portugal, João Gomes Cravinho. Ce dernier a adressé une invitation au président algérien pour effectuer une visite l'an prochain au Portugal. Les discussions ont porté également sur la volonté de Lisbonne d'intensifier sa coopération avec les pays amis et stables, à l'instar de l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs reçu un appel téléphonique de son homologue allemand, Frank Steinmeier, avec lequel il a abordé les moyens de renforcer et d'élargir les relations bilatérales à tous les domaines. Les dirigeants des deux pays se sont également entendus sur la nécessaire tenue de la commission mixte de coopération dans les meilleurs délais. L'occasion a été offerte aussi aux deux présidents pour passer en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel et au Mali, tout particulièrement en soulignant la nécessité de trouver des solutions pacifiques en Libye à travers des élections. Le président allemand a exprimé également le soutien de l'Allemagne au rôle de l'envoyé de l'ONU au Sahara occidental, remerciant l'Algérie pour son rôle en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et en Afrique. Et la question du Sahara occidental plaidée une nouvelle fois en Amérique latine. Je vous le disais en titre, la communauté d'États latino-américains et caraïbes a réitéré son soutien ferme aux efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'était lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions de décolonisation. Karim Bouaziz. L'autodétermination du peuple sahraoui au menu des discussions à l'ONU, débat du jour de cette 4e commission. La communauté d'États latino-américains et des Caraïbes a en effet réitéré son soutien lors de la 4e commission de l'Assemblée générale onusienne par le biais du représentant permanent de l'Équateur à New York, Christian Espinosa, pour garantir enfin la solution de la garantie des droits du peuple sahraoui. Et pour ce, en plus des différentes moutures de l'arsenal juridique international en exergue, à l'exemple de la résolution 76-89, le CELAC invite les protagonistes sous les auspices du secrétaire général Antonio Guterres à intensifier les négociations. La question de la colonisation prégnante au cours de l'histoire des pays d'Amérique du Sud, comme le rappellent les différents intervenants, fruit d'une vieille conscience attachée à l'éradication de tout ce qui touche de près ou de loin à une occupation, est stricto sensu rejeté. Le représentant permanent du Nicaragua, Jami Hermida Castillo, rappelle pour cela que la question du référendum serait déterminante en vue d'une solution décisive, je cite, de cette situation coloniale. L'article phare est inscrit dans le marbre de l'institution internationale new-yorkaise et la reconnaissance de la souveraineté nationale ainsi que les droits fondamentaux de tous les peuples.
Succédé au sein de la tribune par le représentant mexicain en la personne de Juan Ramón de la Fuente Ramirez, qui retrace que droit précède la paix et que l'importance étant de prêter l'oreille à la volonté du peuple sahraoui. La mission décisive de la MINURSO devra être accompagnée ainsi qu'une surveillance plus étroite des droits de l'homme dans ce territoire où la marginalisation de tout un peuple est le mot d'ordre de la part de l'occupant marocain. En multipliant les exactions et crimes à l'encontre du peuple sahraoui, le Maroc s'isole de plus en plus sur la scène internationale. Téhéran vient de réagir vivement aux accusations d'ingérence dans les affaires intérieures des États arabes émanant de Rabat, les rejetant catégoriquement. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé qu'au lieu de porter des accusations infondées contre l'Iran, le Maroc ferait mieux de s'inquiéter des menaces à la sécurité des pays de la région résultant de la normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste. Kanani a conseillé au ministre marocain des Affaires étrangères de consacrer son temps à s'attaquer à la souffrance et à la douleur du peuple opprimé du Yémen. Et au lieu de compter sur l'entité sioniste pour imposer ses exigences dans la région, d'accorder au peuple du Sahara occidental le droit à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies. Et toujours dans notre dossier consacré au Sahara occidental, le soutien affiché cette fois-ci par l'Association espagnole des professeurs de droit international à travers une déclaration soutenue par 600 juristes. L'Association espagnole des professeurs de droit international et de relations internationales a dénoncé publiquement la violation de la légalité internationale dans laquelle le gouvernement espagnol est complice en soutenant le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour le Sahara occidental occupé, mais niant ainsi l'exercice du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Je vous en parlais également en titre. Après le coup de force au Burkina Faso, une mission d'information de la CEDEAO s'est rendue hier à Ouagadougou. Elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré la médiation afin d'éviter un affrontement entre les militaires. L'autre rencontre s'est tenue avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Des entretiens à l'issue desquels la CEDEAO a affiché sa satisfaction. Amin Touta. Une visite très attendue par les observateurs, le déplacement d'une délégation de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Burkina Faso, quelques jours après le coup de force militaire opéré par le capitaine Ibrahim Traoré. Un second changement en seulement 8 mois à la tête de ce pays en proie à une montée terroriste. Le médiateur de la délégation, Mahamadou Issoufou, a donc rencontré le capitaine Ibrahim Traoré dans la capitale. L'ancien président du Niger s'est dit engagé aux côtés du Burkina Faso afin d'aboutir à la transition. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons eu des échanges très approfondis, des échanges francs. Et j'ai rappelé l'engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Un déplacement de la délégation à haut risque et sous haute tension. Prévu initialement le 3 octobre, le déplacement a été reporté pour hier mardi. Plusieurs manifestants ont envahi les rues de la capitale pour dire non à la présence de la délégation de la CEDEAO sur leur territoire. Hier, on a appris que la CEDEAO venait au Burkina. Et ça n'a pas eu lieu. C'est aujourd'hui qu'ils sont engagés pour venir au Burkina. Et pourtant, il y a eu des morts, des centaines de morts à Djibo. Des vies ont été brûlées, des gens ont été tués. La CEDEAO n'a pas réagi à cela. Et quand il s'agit du pouvoir que le peuple a retiré, la CEDEAO se lève, se précipite rapidement pour venir mélanger les trucs. Et nous disons non à cela. La nouvelle composante au pouvoir a fait savoir que Ouagadougou veut maintenir le calendrier électoral au moment où plusieurs médiateurs continentaux ont ajourné leur déplacement à la suite du deuxième coup de force militaire.
Dans le dossier libyen à présent, alors qu'il entame sa mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily aura affaire à plusieurs dossiers, notamment concernant la sécurité en Libye et la gestion des dissensions politiques. Safouane Ben Sabri. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a indiqué qu'Abdoulaye Bathily, nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, travaillera depuis la Libye, où il sera en contact permanent avec les responsables locaux. Avant de se rendre en Libye, Bathily a déjà participé à une série de réunions avec de hauts responsables des Nations Unies et des représentants des États membres à New York. Il aura pour mission de résoudre une crise en Libye exacerbée par un conflit entre deux gouvernements, le premier avec à sa tête Fethi Bachara qui a été désigné par le Parlement, et le second, le gouvernement de Abdelhamid Dbeibah, qui refuse de céder le pouvoir, sauf à un gouvernement dûment mandaté par un nouveau Parlement. Le gouvernement de Dbeibah est basé dans la capitale, Tripoli, tandis que le gouvernement Bachara opère dans l'est du pays. Les dissensions politiques entre les deux hommes font craindre l'éclatement d'une nouvelle guerre civile en Libye. Les élections programmées puis reportées plusieurs fois restent pour l'instant un projet dont l'échéance est incertaine. Pour faire face à cette situation, les Nations Unies s'efforcent de parvenir à un consensus entre les Libyens sur une base constitutionnelle permettant d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Direction le Proche-Orient, les Palestiniens pleurent une nouvelle victime des tirs de l'armée d'occupation israélienne. Le jeune Ahmed Zaral, âgé de 21 ans, est tombé en martyr des suites de ses blessures causées par des balles réelles à l'est de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Et ce rapport qui vient confirmer la violence à laquelle est confronté quotidiennement le peuple palestinien. L'UNRWA a déploré ce mercredi le niveau de violence dans le camp de Jenin et dans toute la Cisjordanie occupée comme étant le plus élevé depuis des années. Souad Ben Batouche. Il ne passe plus un jour sans que des martyrs palestiniens tombent sous les balles assassines sionistes en Cisjordanie et à Gaza. Nombreux sont des enfants. Pas plus tard que ce matin, un jeune homme de 21 ans a succombé à ses blessures à Naplouse. Les incursions et violences de l'armée d'occupation n'épargnent pratiquement aucune ville de Cisjordanie ces derniers jours. Ramallah, Naplouse, Birzeit, Khawarat, Beni Hassan, mais aussi Jenin, pour ne citer que celle-là. À Jenin et dans toute la Cisjordanie, le niveau de violence est le plus élevé depuis des années, selon le nouveau patron de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, en visite dans le camp de Jenin. Adam Boukoulos dit avoir constaté par lui-même l'ampleur des ravages provoqués par la récente opération militaire sioniste perpétrée mercredi dernier dans le camp de Jenin, avec à la solde le triste bilan de 4 morts et 40 blessés parmi les Palestiniens. La peur et l'inquiétude me sont apparues dans les yeux des écoliers, déclare le responsable onusien. Il s'est d'ailleurs adressé aux forces sionistes et les a pressées de restreindre l'usage excessif de la force et d'épargner les civils. Mais rien ne semble arrêter la sauvagerie de l'entité sioniste, pas même leurs fêtes religieuses. Elles servent plutôt de prétexte pour accentuer agression et violence à l'encontre du peuple palestinien. Ce mercredi, le temps de Yom Kippour, les territoires palestiniens ont été bouclés et un nombre considérable de colons a profané la mosquée d'Al-Aqsa pour y effectuer des rituels talmudiques. Ce n'est plus un secret pour personne, même si la communauté internationale feigne l'ignorer. Les colons sionistes cherchent à détruire les sanctuaires de la Sainte Mosquée pour y construire à la place des lieux de culte juifs et s'emparer de toute l'esplanade des mosquées, l'une des étapes prévues dans le plan sioniste de judaïsation de toute la ville sainte d'Al-Quds occupée. La crise financière pèse lourd sur le quotidien des Libanais. Aujourd'hui, un député du Parlement libanais a tenu un sit-in dans une banque. L'initiative de la députée Cynthia Zarzir intervient alors que les braquages de banques se multiplient de la part de citoyens désespérés qui tentent de retirer leurs économies bloquées depuis 3 ans dans ce pays ravagé par une crise économique.
Et puis l'OPEP+, je vous le disais en titre, de retour à Vienne ce mercredi pour la première fois depuis mars 2020, a voulu marquer le coup. Elle a décidé d'une coupe drastique des quotas de production de pétrole pour soutenir les prix. Les 13 membres de l'OPEP menés par l'Arabie Saoudite et leurs 10 partenaires conduits par la Russie ont convenu d'une baisse de 2 millions de barils jour pour le mois de novembre. Et Reda Younes Bouassida est avec nous pour décrypter cette nouvelle réduction. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes professeur expert en économie. Alors 2 millions de barils jour de moins sur le marché jusqu'en 2023. Quel en sera l'impact et cela va-t-il changer la donne ? Oui, bien sûr, ça va certainement changer la donne. Il faut savoir quand même que cette baisse est la plus importante depuis mars 2020. Alors, si ça va changer la donne, je pense que oui, pour 3 raisons principales. La première, c'est d'abord que l'objectif de l'OPEP+ était de sauver ses pétroprofits en ramenant les prix du pétrole dans une fourchette de 90 à 100 dollars de baril, après que les prix aient glissé sous les 80 dollars ces dernières semaines. Et le deuxième point, c'est que l'OPEP+ se retrouve face aux craintes justement de cette récession économique mondiale et une inflation en hausse constante presque partout dans le monde. Dès lors, le cartel, c'est-à-dire l'OPEP+, veut se prémunir contre une éventuelle baisse de la demande dans les pays importateurs de pétrole. Notamment, il ne faut pas oublier le grand importateur qui est la Chine, où la croissance est revue à la baisse et même pour l'année 2023. Et enfin, en réduisant sa production, l'OPEP+ veut justement montrer qu'elle est décidée à soutenir les cours du pétrole et limiter ainsi la volatilité du marché mondial et de fait défendre ses intérêts. Reda Younes Bouassida, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur expert en économie internationale. Et en parlant de chiffres, l'OMC a fortement abaissé ce mercredi ses prévisions face aux fortes turbulences économiques et géopolitiques mondiales et table pour 2023 sur un net ralentissement du commerce mondial dont la croissance devrait malgré tout rester légèrement positive pour se situer autour de 3,5% en 2022. L'économie mondiale est aujourd'hui confrontée à des crises à plusieurs niveaux. Le resserrement monétaire pèse sur la croissance dans une grande partie du monde, en particulier aux États-Unis. Et dans le conflit russo-ukrainien et réagissant cette fois à l'avancée des troupes ukrainiennes, le Kremlin a affirmé que les territoires nouvellement rattachés à la Russie resteraient russes pour toujours. Kiev a de son côté salué l'appui militaire continu apporté par les États-Unis. D'ailleurs, la carte des régions de Kharkiv, Louhansk et Kherson, présentée par le ministre russe de la Défense lors de son briefing quotidien, a montré un retrait de l'armée russe dans ces régions, comme vous pouvez le voir. Et pendant ce temps, à Bruxelles, les 27 ambassadeurs des États de l'Union européenne se sont mis d'accord ce mercredi pour un nouveau paquet de sanctions contre la Russie. Elles entreront en application dès leur publication dans le journal officiel de l'Union européenne. Ces sanctions font suite au rattachement par la Russie de 4 régions, celles de Kharkiv, Louhansk, Kherson et Zaporijie, la semaine dernière, et elles étaient attendues depuis plusieurs jours. Le conflit en Ukraine et la coopération économique, l'objet de discussions à Prague entre l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et le président tchèque Miloš Zeman. L'émir du Qatar a rapporté, ou plutôt rappelé, que la diplomatie devrait résoudre tout différend.
La position du Qatar est claire. Nous appelons toujours aux négociations et à la diplomatie pour résoudre tout différend. Et comme nous l'avons rappelé par le passé, chaque différend doit être résolu par des discussions autour d'une table. Autour de ce conflit, un duel virtuel opposant le milliardaire Elon Musk au président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le conflit en Ukraine a éclaté sur Twitter. Le fondateur de SpaceX a mis le feu aux poudres en sondant ses abonnés sur Twitter, à savoir s'ils étaient en faveur ou non du rattachement de la Crimée à la Russie et d'un statut neutre pour l'Ukraine. Iman Merad. Lundi dernier, un tweet de 275 lignes aura suffi à Elon Musk pour s'attirer les foudres des dirigeants ukrainiens. Faisant jusqu'ici preuve de neutralité, le milliardaire américain a publié un sondage portant sur une interprétation extrêmement personnelle du conflit russo-ukrainien, suggérant une proposition de paix entre Kiev et Moscou, pouvant s'appuyer sur de nouveaux référendums sous supervision de l'ONU, l'abandon de la Crimée à la Russie et un statut neutre pour l'Ukraine. En somme, Elon Musk propose une capitulation de l'Ukraine sur des points majeurs du dit conflit. Comme à l'accoutumée, le fondateur de SpaceX est vite devenu le sujet de discussion numéro 1 sur les réseaux sociaux. Un message qui a suscité de très vives réactions à Kiev, mais aussi au-delà des frontières. En réponse au tweet de Musk, le président Volodymyr Zelensky est entré dans la boucle avec un autre sondage. Quel Elon Musk préférez-vous? Celui qui soutient l'Ukraine ou celui qui soutient la Russie? Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba n'a pas lésiné sur ces mots dans sa réponse à Musk, bien qu'il n'ait pas mentionné directement le nom du milliardaire. Ceux qui proposent que l'Ukraine renonce à son peuple et à sa terre, sans doute pour ne pas blesser l'ego meurtri de Poutine ou pour sauver l'Ukraine de la souffrance, doivent cesser d'utiliser le mot paix comme euphémisme pour laisser les Russes assassiner des milliers d'Ukrainiens innocents et saisir plus de terres. L'écrasante majorité des réactions sur Twitter aux commentaires de Musk sur l'Ukraine ont été négatives, avec un certain nombre de réponses lui conseillant de ne pas commenter des choses qu'il connaît apparemment très peu. Dans l'actualité également, des unités militaires des pays membres de l'organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire menée par Moscou et réunissant l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan mènent des exercices d'entraînement à Mati et Boulak au Kazakhstan, à l'instar du traité de l'OTAN. Un article de l'OTSC prévoit qu'un État agressé puisse bénéficier du soutien des autres membres. Au Royaume-Uni, cette fois déjà affaibli après tout juste un mois au pouvoir, la première ministre britannique Liz Truss a tenté de reprendre l'ascendant ce mercredi au dernier jour d'un congrès du Parti conservateur miné par les dissensions internes sur la politique à mener pour sortir le Royaume-Uni de la crise. Nous ferons ce que nous pourrons en tant que gouvernement pour soutenir les propriétaires, par exemple en réduisant les droits de timbre. Mais il est juste que les taux d'intérêt soient fixés de manière indépendante par la Banque d'Angleterre et que les politiciens n'en décident pas. Le chancelier et le gouverneur continueront à coordonner étroitement notre politique monétaire et fiscale. Et le chancelier et moi sommes parfaitement d'accord sur ce point. La première ministre danoise, cette fois, Mette Frederiksen, a convoqué ce mercredi des élections législatives anticipées pour le 1er novembre, où la gauche sortante va affronter un bloc réunissant la droite et l'extrême droite. En place depuis les dernières élections de juin 2019, la chef du gouvernement a cédé à l'ultimatum d'un parti allié au Parlement qui menaçait de faire tomber le gouvernement si des élections n'étaient pas convoquées avant jeudi.
L'actualité de ce mercredi marquée aussi par la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. À cette occasion, le président algérien Abdelmajid Tebboune a félicité les enseignants. Dans un tweet, Tebboune a réitéré son engagement permanent à les soutenir et espère qu'il place en eux l'espoir qu'il place en eux pour un enseignement développé et moderne. L'enseignement, le plus beau métier du monde, n'échappe pas aux multiples crises que connaît le monde d'aujourd'hui. Des milliers de postes d'enseignants sont à pourvoir, du jamais vu. Les inquiétudes sont bien réelles. Certaines matières sont plus touchées que d'autres. L'on essaie tant bien que mal de pallier au manque d'enseignants. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme. Neyla Hamouda. La dégradation des conditions de travail et des salaires peu attractifs engendre une crise des vocations dans l'enseignement. Cet état de fait aggrave la pénurie et menace la qualité de l'éducation à un moment où l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences n'a jamais été aussi importante. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à l'amélioration des conditions de travail. Selon ses dernières estimations, il faudrait 24,4 millions d'enseignants supplémentaires dans l'enseignement primaire et près du double dans l'enseignement secondaire pour atteindre l'objectif d'une éducation de base universelle d'ici 2030. Face au peu d'attractivité du métier d'enseignant, chaque professeur du primaire a en moyenne 52 élèves par classe dans les pays à faible revenu, quand la moyenne mondiale est de 26. Ce ratio est particulièrement élevé en Afrique subsaharienne avec 56 élèves par enseignant et en Asie du Sud avec 38 élèves. Le manque de formation des enseignants est aussi pointé du doigt. Les données de l'UNESCO indiquent que près de 26% des enseignants du primaire et 39% des enseignants du secondaire ne possèdent pas les qualifications minimales requises dans les pays à faible revenu, contre respectivement 14% et 16% au niveau mondial. Selon les spécialistes de l'éducation, la revalorisation de la fonction d'enseignant, aussi bien par l'augmentation des salaires que par le versant aux compétences et l'attractivité du métier, sont les principaux points à ne pas négliger. Il y a de cela plusieurs décennies, les professeurs touchaient 3 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, ils commencent leur carrière avec un peu plus du SMIC. Parlant d'études, ils ont ouvert de nouveaux domaines de la chimie moderne. Le prix Nobel de chimie 2022 a sacré ce mercredi le Danois Morten Meldal, l'Américaine Caroline Bertotti et son compatriote Barry Sharpless, qui a réussi l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel. Le trio est récompensé pour le développement de la chimie clique et de la chimie bio-orthogonale, utilisée notamment pour mettre au point de meilleurs traitements pharmaceutiques, y compris contre le cancer. Allez, parlons bande dessinée pour terminer, et la poursuite du Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA. En ce deuxième jour de festival, les visiteurs ont eu l'occasion de découvrir des expositions et des ateliers créatifs arabes et étrangers encadrés par des professionnels. Et de faire des insertions, parce que ça commence sur ça, parce que les mots acteurs. Cette année aussi, je suis convié par le biais aussi, par le partenariat aussi avec l'Institut italien et des cultures d'Alger. Et c'est que c'est intéressant que dès que je suis arrivé, j'ai eu un dynamisme que j'ai retrouvé tous les années en fait. Notamment les jeunes, ils ont envie vraiment d'apprendre le dessin, de poser des questions sur la bande dessinée, des techniques et tout. On a choisi de faire ce livre parce que d'abord, Mustafa Ferroukhi n'est pas connu et c'est pour toucher le jeune public, pour leur montrer qu'on peut raconter l'histoire d'un shahid par la bande dessinée.
on peut arriver à raconter notre révolution par une bande dessinée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.